Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Ah là là, quel bonheur. Quel bonheur aujourd'hui. Quel bonheur, messieurs, dames. Bonjour, comme toujours. Oui, c'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette émission. Oui, si vous voyez lire, vous savez qu'un animateur de radio, habituellement, ça a des papiers. Et là, exceptionnellement, cette émission est filmée. Donc, vous allez tout voir. Mais moi, je garde pour le début mes petits papiers parce que j'ai une mémoire d'éléphant, comme vous le savez. Donc, je préfère lire. Alors, pour cette émission qui s'appelle Causerie en air, qui est diffusée en ondes courtes et sur YouTube, en fonction, bien sûr, du pays de diffusion, et que vous pourrez réécouter en podcast sur YouTube toujours, comme toutes les émissions de Aki Radio Andorra, dans la catégorie Causerie en air. Oui, car il y a plusieurs catégories. La première, émission souvenir présentée par un ancien animateur de Radio Andorre. Et pour cette émission, que nous allons avoir le bonheur de faire en duo, ces émissions s'appellent Causerie en air. En air veut dire en anglais, en émission aussi préférée. Attention, ça tourne. Alors, aujourd'hui, je ne cache pas mon bonheur. C'est un vrai bonheur d'être avec lui. C'est tout simplement, nous accueillons un immense, et encore le mot est faible, un immense compositeur. Entre autres, c'est Jean Renard. Bonjour Jean Renard. Bonjour David. Voilà, hier j'écoutais un reportage à la télévision, un reportage sur un auteur-compositeur de talent, et pas des moindres, que l'on qualifiait comme songmaker. Que l'on peut traduire par fabricant de chansons. Jean Renard, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce nom-là ? Pas du tout. J'ai prévu tout sauf ça comme réponse. Moi, je fais des chansons, c'est pas du tout du fabrication de sons. Je sais qu'à une certaine époque, à cause des générations et du temps qui passe, on a, disons, confondu. Oui. Pour des raisons pratiques, économiques et commerciales, on a, par rapport surtout à une certaine station de radio qui n'envoyait plus des titres et des chansons et des disques que nous avions forcément fabriqués à grand renfort de travail au studio avec de grands artistes, il s'appelait ça du son. Oui. Alors il disait bientôt maintenant vous allez entendre le son 2 et c'est du son 2. Après, forcément, David Guetta, il envoyait du son. Et si j'ai dit songmaker. Sound. Sound. Englisher. Please. Oui. Alors, soundmaker, fabricant de son, peut-être, puisque forcément la chanson, il y a des notes de musique, donc la musique c'est du son. Mais quand même, c'est autre chose. C'est autre chose. La chanson est quelque chose dont il faut avoir le don d'ailleurs pour que ça soit connu, c'est-à-dire pour faire des tubes. Et sinon, c'est même pas la peine d'essayer, parce que le public, qui est le seul forcément juge de paix et examinateur, c'est lui qui dit oui ou non. Alors là, il fait non quand le son, puisqu'il s'agit de son, ne lui chatouille pas l'oreille et surtout qu'il ne peut pas la répéter en prenant la douche le matin. Parce que sans ça, il ne peut pas faire un tube et siffler en allant au boulot. Alors, voilà, c'est comme ça, le son, non. Surtout pas, non. Sans son, oui. Alors, à ma grande surprise, puisque nous sommes dans le vocabulaire, on ne dit plus maintenant musique populaire proche de la variété, on dit easy listening. Enfin, vous qui parlez mieux l'anglais que moi, easy listening, dont la traduction serait littéralement écoute facile. Écoute David, tu fais une émission pour Londres ou pour je sais qui, mais enfin, pourquoi se servir de l'anglais, enfin, les anglicismes, tu sais, en tant qu'auteur et compositeur, mais surtout auteur français, j'ai été à la bonne école. Hein. Si je te cite Pierre Delanoë, si je te cite en musique Hubert Giraud, ce sont des gens ultra connus à cette époque, il y a 50 ans, hein, c'est pas pareil. Bon, on n'employait pas beaucoup d'anglicismes. Par contre, on se servait beaucoup des chansons qui étaient fabriquées à l'étranger, ce qu'on appelait en France ensuite des adaptations, et qui a fait forcément ces adaptations ont fait la fortune de quelques qui étaient des usurpateurs en vérité, puisqu'ils se servaient des tubes de l'étranger pour présenter aux grands artistes comme Johnny Hallyday, comme Eddie Mitchell ou autres, des chansons qui avaient fait forcément leur preuve à l'étranger. Ces artistes-là disaient « Ah, formidable, donc c'est sûr qu'on va faire un tube ». Les gens qui avaient présenté ce genre de chansons aux artistes devenaient auteurs
disons, adaptateur Bien sûr. de ces chansons. Bien Voilà. sûr. Et j'ai même vu ça d'ailleurs dans un dessin animé de Ghibli, des dessins Oui. animés avec Ghibli, qui est magnifique. Oui, oui. Et j'ai retrouvé la chanson qui avait été interprétée par Dick Rivers, Ah, ouais. Un pont trop loin. Et puis en fait, c'était l'une des chansons d'un dessin animé japonais. C'est exact, c'est exact, Surprise. c'est exact, Ah, c'est je me exact. dis, tiens, je croyais que c'était bon. Bref. Alors, si nous vous invitons aujourd'hui, vous permettez que je te tutoie, Jean, Ah, parce que moi, je préférais parce que on va pas la jouer longtemps comme ça, c'est pas possible. c'est mieux. Surtout qu'on a fait un bon déjeuner ensemble. tout à l'heure. Exactement, exactement. Avant l'émission, c'est toujours excellent. Faites toujours un bon déjeuner et croyez-moi, ce sera du velours après. Donc, alors, si nous t'invitons aujourd'hui, c'est parce que les ondes de Radio Andorre ne te sont pas inconnues, Ah, pas du puisque tu as été le directeur artistique et producteur de 4 grandes stars de la chanson, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Mike Brandt et Gene Manson, dans l'ordre, hein, dans l'ordre. C'est exact. Alors là, j'ai écrit que vous avez évidemment accompagné en principauté, là je dis vous, hein, parce que j'avais prévu de dire vous, Ah, oui. que évidemment tu as accompagné en principauté d'Andorre, dans les studios de Radio Andorre, donc la principauté tu connais bien, quoi. Je connais bien. Tu connais le chemin du Je studio. connais la route, oui. Je connais la route pour arriver au studio. Et puis surtout, certains bons animateurs, dont forcément David Gérard. Oui, tu as dû certainement rencontrer Alain Thibola à l'époque, qui faisait Certainement, les oui. interviews de stars, Oui, Alain oui. Thibola, qu'on a retrouvé à RTL, et que tous les gens du métier connaissent très très bien, Bien non sûr. pas comme animateur, Bien sûr. bien qu'il était animateur à Radio Andorre, Bien sûr. mais comme directeur artistique de bien Radio sûr, Andorre. bien sûr, mais c'est surtout entre nous qu'on est entré en amitié quand même. Parce que Bien sûr. le métier de la chanson et de compositeur, de producteur, tu appelles ça comme tu voudras, se fait aussi par des atomes crochus. C'est vrai. Si on ne sent pas les gens, eh ben, c'est comme pour les artistes avec leur directeur artistique. Si on ne se comprend pas, on ne se supporte pas, C'est donc vrai. on ne peut pas travailler ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu gardes de ce souvenir de Radio Andorre, toi, qui a été une grande radio. Même avant la guerre, c'était la première radio avant qu'il y ait France Inter et toutes les autres radios. Bien entendu, elle faisait partie de ce parcours que nous étions obligés de suivre pour, disons, accompagner les artistes jusqu'au vedettariat. Si les autres radios, bien entendu, sont très connues, même après, forcément, existent encore, mais il fallait absolument passer par le circuit Monte-Carlo, Radio Andorre, etc., et autres stations de radio connues. RTL, bien sûr. Et naturellement. Je oui. ne les cite pas parce que j'ai peur, Et puis en même temps, j'ai peur des droits. tu as été aussi à l'écoute de Radio Andorre dans ta jeunesse. Oui, bien certainement. sûr. Mais Ça- ça, le climat, surtout, de Radio Andorre, avec ce générique, mais invraisemblable, je dis invraisemblable parce que on dirait, disons, un petit orchestre de village dans un kiosque la veille du 14 juillet. Tu comprends? Oui, tout à fait. Et c'est ça. Et il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Non. C'est vraiment typique, quoi. Alors, je vais te faire écouter justement le jingle de Radio Andorre, enfin, le jingle, le sonal aujourd'hui. Et alors, avant de commencer, il n'y avait pas de musique, il y avait un gong. Et la speakerine parlait après. Tu vas écouter justement, là je me tourne, Volontiers. et je vais te faire écouter avec le gong. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. On va le remettre un tout petit peu plus fort avec le gong. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Et dans le studio, il y avait le gong Ah ouais. à côté de l'animateur. On prenait le maillet et bam, contre le gong et on annonçait Aquí Radio Andorra. Mais avoue qu'on ne se croirait pas au pied de l'Espagne, on se croirait au Japon. Un peu, Ah oui, forcément. un peu. Nous méditions avec de la bonne musique. Alors, maintenant, nous allons ouvrir cette émission par une chanson que tu as composée. Et je ne savais pas que c'était toi qui avais composé cette chanson-là. Ah oui? C'est Colette de Réal Oh. avec À la guerre Saint-Lazare. On en parlera après. Oui. Écoutez ça, c'est du velours, c'est magnifique. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, j'ai compté 4 quarts et tant de pas perdus.
à la gare Saint-Lazare. J'ai lu et j'ai relu tous les journaux du soir, mais tu n'es pas venu. J'interrogeais les visages des gens, j'avais le cœur battant, la tête qui tournait, j'ai cru te voir 100 fois à travers la cohue, mais ce n'était pas toi, c'était des inconnus, des inconnus. Et partout je t'ai guetté, j'ai couru les guichets, renversé des paquets, heurté les contrôleurs, bousculé les porteurs, pendant que sur les quais les foules s'embarquaient. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, il est beaucoup trop tard et tu n'es pas venu. J'ai pris un verre au bar, j'ai beaucoup bu, en rêvant de départ vers des cieux inconnus. Je suis partie dans un grand wagon-lit vers Manteau-la Jolie, Nanterre la folie, courant vers les lumières de Bécon, les bruyères, Château le Vésinet, vers Saint-Germain-en-Laye, moi je roulais. New Avenue, Chicago, Saint-Valéry, en New York, San Francisco, c'est idiot, mais tant pis d'avoir raté le dernier train pour la Californie. À la gare Saint-Lazare, à l'horloge pendue, il est beaucoup trop tard et tu ne viendras plus. Tout le monde est parti, il n'y a plus que moi. Je m'en fous car je suis ronde comme un petit pois. Je me donne un grand bal, ça ne n'est pas perdu, sous l'horloge infernale, et je ne t'en veux plus. À travers le brouillard qui tourne autour de moi, à la gare Saint-Lazare, moi je danse avec toi. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Pas simple cette chanson à chanter, hein. Pas simple. Redoutable, tu dois dire. Oh là 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 là. D'ailleurs, pour un spécialiste que j'étais et que j'ai tenté de rester, le refrain, il est avec résonance, écho, comme dans le hall de la gare Saint-Lazare. Oui. Et puis ensuite, les paroles sont dites et chantées par Colette avec telle précision et une telle rapidité qu'on comprend absolument tout. Mais là, il a fallu retirer beaucoup de réverbération pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est le côté technique. Voilà. On sent le côté rapide dans la chanson aussi. On sent qu'elle court sur le quai. Oui. C'est un vrai film. Il faut quand même un certain talent qu'elle avait pour chanter ça, quand même. Parole. Pierre Delanoë. Un petit jeune qui débutait, tu me dis. Ah oui, qui débutait, oui. Il était brillant déjà à l'époque. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Ce qu'on sait moins, c'est que tu as été aussi chanteur. Et ça, je ne savais pas que tu avais été chanteur. Ah oui, c'est pas secret, c'est parce que je n'ai pas réussi à vendre un seul disque, c'est pour ça que ah bon personne non ne sait. Toi qui as vendu, alors pendant le repas je te disais, je crois que tu as vendu 128 millions de disques. Oh mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, parce que c'est 147 millions. D'accord, désolé. Désolé. Et oui, tu sais pourquoi? Parce qu'un jour Eminem m'a proposé de faire une chanson avec moi aux États-Unis. Oui. Et c'est devenu Crack a Bottle avec un sample d'une chanson de My Brand qui était Mets dans la lumière. Et puis voilà, et c'est devenu le support de son album. Il a fait quand même 21 millions d'albums. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est trop drôle. Ah oui. C'est trop drôle ce qui t'est arrivé pour cette chanson. Ah mon Dieu. Parce qu'au départ, tu n'avais pas compris que c'était Eminem. Tu avais pensé à M&M's. Oh là là là. Hein? M&M's. Si tu veux, je peux te raconter l'anecdote vite fait. Vite fait. Je reçois un message de l'éditeur de Mets dans la lumière. Il me dit, Jean, il y a quelqu'un qui a pris le sample du début, bon, hein, etc. C'est le volet qui bat. Bon. Et puis, j'écoute ça. Et c'était du rap. Il me parlait en américain. One again. Bon, d'accord. Moi, je suis pas trop, tu sais, en English sound sur la question. Et puis, je dis, bon, oh là, mais on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit de faire ça à Maille-Brandt, qu'on le laisse dormir dans son tombeau, mon sang. Hein, comme aurait dit Malraux. C'est ça. Hein, Et t'as dit non. Et la t'as dit mémoire des héros est dans le... dans le cœur des hommes. Et dans le cœur des hommes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, pas question, pas question. Alors, je réponds un mail épouvantable que j'ai encore, parce que maintenant, je l'ai encadré, je l'ai mis dans mon bureau. Pourquoi? Parce que 15 jours après, il me rappelle, il dit, Jean, quand même, soyez sérieux, quoi. Je dis, mais écoutez, pas question que cette chanson devienne ça. C'est Maille-Brandt, on n'y touche pas. Oui, pas pour du chocolat. Mais c'est Eminem, et moi je comprends. M&M's font dans la bouche, mais pas dans la main. Les bonbons. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Il dit, mais non, je connaissais pas du tout. Oui, oui. Il dit, c'est Eminem avec 50 Cent et Dr. Dre aux États-Unis. Et voilà. Oh, alors après, contrat, machin, etc. Et puis bon, il voulait pas en démordre, l'autre. J'ai fini par dire, on va mettre un avocat. Et il a arrêté tout, Eminem lui-même. Et il m'a dit, voulez-vous faire la chanson originale signée avec moi? Je ferai signer les autres collaborateurs, mais signer au moins avec moi cette chanson en original. On refuse pas. Hein. Oui, surtout que le chiffre d'affaires était excellent en plus. Hein. C'est un des plus connu, voire le plus connu et vendeur rappeur du monde quand même. Eh oui, quand même. eh oui, eh oui, eh oui. Alors maintenant, c'est énorme, c'était énorme ça, énorme, ça c'est un scoop. Alors maintenant, une question de chanteur, d'auteur-compositeur, de compositeur pour d'autres. Comment s'est faite la rencontre alors avec Sylvie Vartan? On va venir à Sylvie. Ah, eh bien ça, j'avais fait une chanson dans la boîte où je travaillais, à Donne-Marie en Montois, en Seine-et-Marne. Dans la boîte, tu travailles dans une boîte? Dans une boîte comme pianiste. T'étais pianiste? Pianiste-chanteur. Ah, ok. Voilà, là, il n'y avait pas de disque à vendre. Oui, il fallait travailler, oui. Et puis les gens aimaient quand même ce qui se passait avec mon orchestre. Et je faisais une mélodie que j'avais fait d'instinct comme ça avec mon orgue, je me suis aperçu qu'au bout de 2-3 semaines, les gens me disaient, venaient vers moi, jouez-nous la mélodie là, vous savez, quelque chose un peu à la Johnny là. Ah bon, tout le temps on me disait ça. Et c'était la mélodie de Par amour, par pitié, qui est devenue Par amour, par pitié. Un jour, je dis à un éditeur très connu à l'époque, Francis Dreyfus, bien sûr, je vais faire un dernier disque. Ah, il me dit, ah bon, encore un? Je dis, oui. Il était inquiet parce que je vendais rien. Alors, il dit, tu veux faire quoi? Il t'aimait bien, lui. Hein. Je dis, un titre que j'ai fait la musique sur un paquet de textes que tu m'avais confié de Gilles Thibault, entre parenthèses, qui a fait entre-temps My Way, comme d'habitude, et tout ça, hein, et que je t'aime avec moi. Oh alors, je me penche sur le texte, et je ponds ça, et je dis, je vais la chanter. Maintenant, je vais vendre du disque. Alors, je lui en parle. Et je lui dis, il me dit, non, ne fais pas ça. Je dis, écoute, c'est pas simple, c'est ou Johnny, ou moi. Je connaissais pas du tout Johnny. Et il me dit, mais c'est toi qui veux faire ça? Non, je préfère Johnny. Et on le comprend, tu comprends? Oui. Et il me dit, tu veux rencontrer Johnny? Oui, tu vas aller. Donc, tu as d'abord rencontré Johnny avant de rencontrer Sylvie? Non, écoute bien, ça s'est pas fait comme ça. Je dis, où est-ce que je peux rencontrer Johnny? Il me dit, va au studio DK tous les soirs, alors elle finit son album, Johnny vient la chercher, tu attends dans le couloir, quand il vient, bien. Tu lui fais écouter la mélodie. Bien vu le plan, oui. Je vais là-bas, à minuit, et Sylvie sort du studio, et elle me dit, c'est vous Renard? Oui. Elle me dit, j'ai reçu un message de Francis Dreyfus. Vous voulez voir Johnny? Vous n'avez pas de chance. Il vient pas. Il vient pas me chercher. J'ai alors, elle me dit, jouez-moi la chanson, ça vous embête pas? Elle voulait être gentille, tu vois. Je me mets au piano, etc. Elle retire son manteau, elle écoute, elle devient toute blanche. Elle pleure. Elle me dit, vous voulez pas me la rejouer? Je la rejoue. Elle redevient encore toute blanche et elle pleure. Et elle me dit, c'est pas pour Johnny, monsieur. Ah bon? Non, c'est pour moi. Oh! Et là, je dis, non. Madame Vartan, non, c'est moi. Elle me dit, pourquoi vous? Je dis, parce que je suis chanteur. Et là, elle éclate de rire. Vous êtes chanteur, vous? Vous allez chanter ça? Oui. Elle me dit, non. Donnez-moi la chanson. Vous savez combien je vends de disques? Je dis, 4, 5, 600 000 exemplaires de 45 tours à chaque fois. Et alors, vous voulez pas que je chante la chanson?
Ah, je dis, madame, non, c'est la seule chance que j'ai de pouvoir vendre du disque. Laissez-moi chanter ma chanson. Ou chantez-la après moi, je m'en fous. Oui. Etc. Et je rentre, elle met son manteau, elle était colère, hein, elle était pas contente. Le lendemain, coup de fil, Carlos, au téléphone, allô Jean, c'est pas raisonnable ce que vous faites. Ah bon, écoutez, j'avais envie de me dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Il me dit, ben non, venez voir Sylvie, venez au studio, parler avec elle. Oui. J'y suis allé, bon, elle m'a convaincu, elle me dit, vous voulez pas vous mettre derrière la glace, là, dans la cabine de son, et puis moi je vais chanter. On va faire votre chanson, mon frère va écrire les orchestrations, je vais chanter et vous me direz si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, on arrête. Je n'oserais jamais. Mais si, vous allez le faire. Voilà. Et ce jour-là, je suis devenu directeur artistique de Sylvie Vartan. Ça a duré 8 ans. 8 années. Et la chanson, quel était le titre de la chanson alors? Par amour, par pitié. Eh bien, c'est celle que j'ai prévue. Bah, quelle chance. Eh bien, écoute, on va se faire plaisir. Allez, par amour, par pitié, j'adore cette chanson. J'adore. On ne jette pas un vieux jean usé, on recolle un livre abîmé, on regarde une photo ratée et on pleure sur une fleur séchée. Par amour ou par pitié, par amour ou par pitié. On ne rit pas d'un arbre brisé, on arrose une terre brûlée, on ramasse un oiseau tombé, on recueille un chien sans collier. Par amour ou par pitié, par amour ou par pitié. On relève un boxeur tombé, on bande les yeux d'un condamné, on enterre un ennemi tué, on achève un cheval blessé. Par amour ou par pitié, par amour ou par pitié. Alors toi qui m'as aimé, toi qui sais que je suis blessé, que sans toi, ma vie est brisée. À genoux, je viens te crier, pitié, et pitié, par amour ou par pitié. Par amour ou par pitié. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Je te voyais ému, Jean. Oui. Un téléphone sonnait. Ah. Très bien. C'est vraiment du direct. C'est pour ça que tu es le meilleur animateur radio. C'est quelqu'un. Ah, c'est Johnny. Non, c'est pas lui. Non. Non, je plaisante, le pauvre. Nous pensons beaucoup à lui. Voilà. Bien. Bon. Alors, oui, parce que c'est pas une version Ça que veut tu dire qu'on connais. est en direct quand même. Hein. On est vraiment en direct, oui.
Mais c'était le premier titre que nous faisions avec Sylvie ensemble. J'avais joué de l'orgue au début, à la place de la guitare. Tout à fait. J'avais joué de l'orgue et elle m'avait dit venez, puis surtout j'ai besoin d'un organiste, c'est vous qui allez le faire. Et c'est un peu comme ça que je suis venu aussi. Voilà, mais ça fait rien. J'ai eu une vraie, réelle émotion là, parce que elle devenait une autre Sylvie Vartan. La maturité. Voilà, elle devenait une autre Sylvie Vartan. Dado Ron Ron, on met le pied ici, on met le pied là. Voilà. Des fois, pas où il faut, et pas comme il faut. Mais là, ça prend quand même. Oui. C'est joli, quoi. Je pense qu'elle a chanté quand elle est partie en Bulgarie, cette chanson-là. Je crois que c'est le son de la Bulgarie. Ça se pourrait bien. Où oui. elle a rechanté par la suite la Maritza. Ah là, ça a été la consécration. Là. C'est la consécration. La consécration, la Maritza, alors là, c'est épatant. On dit que les compositeurs sont particuliers. C'est vrai que tu es particulier. Parce que, d'après ce que tu m'as dit, tu entends tout le temps de la musique. Oui. Tout le temps de la musique. Pendant que tu me parles, là, oui. Tu entends de la musique. Oui. Et si tu as fait ce métier, alors que tu faisais autre chose, tu entendais de la musique, tu entendais des violons la nuit. Oui, bien sûr. Je dormais pas parce que j'entendais que des violons que j'ai entendus 10-15 ans plus tard, d'ailleurs, les mêmes, et dans la même tonalité. Curieux, non? Ouais, très curieux. Peut-être que j'étais destiné à ça, quoi. Oui. Alors, la Maritza est arrivée, mais de façon assez étonnante. La composition de la musique, tu étais en bateau. Ah oui, oh là là. Dis donc, t'as lu mon bouquin. Non, je suis fan de Jean Renard. C'est gentil. Tu sais, j'allais tous les ans en vacances me ressourcer, me reposer un peu, parce que bon, avec Johnny, la vie n'est pas trop facile non plus, puisque forcément, j'ai fini par diriger les deux artistes les plus grands de France aux variétés. Et donc, j'étais en vacances encore à Noirmoutier dans une caravane. Je suis un adepte des vacances en caravane sur la plage. D'accord. Et un ami me dit viens faire un tour en bateau. Je fais un tour en bateau, il n'y avait pas de vent. Bref, on se fait prendre par la marée. La mer s'en va, le bateau s'ensable. Et on reste là 6 heures, le temps que la marée remonte et que la mer revienne pour porter le bateau. Et là, c'est le soir. Il y a du brouillard et pas de vent. Alors, on n'a pas de moteur. Comment faire pour rentrer au port? On est à 1 kilomètre, quoi, pas loin. Et puis on prend la mer quand même. Mais comme il va faire nuit, on ne voit pas, on quitte la côte et on va vers un phare que je connaissais bien. Donc on allait vers l'Amérique, soi-disant, parce que quand même... Façon de parler, oui. Façon de parler. Et là, non, on a fait volte-face tout de suite. C'est pas par là, c'est de l'autre côté. On a tourné et mon copain me dit, mais comme il n'y a pas de vent, on va trop doucement. Je voudrais bien savoir si on revient vers la plage ou pas. Prends ce cordon, ce qu'on appelle un boot, disons les marins, et il y avait une grosse pierre au bout. Et il me dit, lance la pierre. Quand tu sens que ça vient au fond et que ça résiste plus, c'est que on va vers la plage, on va sentir le fond. Je jette la pierre et ça fait poum. En même temps, elle était grosse, ça faisait une gerbe dans le silence. Il n'y avait pas de vent, ça faisait poum, clou, 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 poum, clou, 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 clou. Je relançais, poum, clou, clou, clou. Et à force de le faire 10, 30, 50 fois pour arriver enfin à la plage, dans ma tête, il est né les pizzicates de contrebasse et de violon de la Maritza et en même temps forcément la mélodie. D'autres
c'est la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir, tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir, et nous on les a suivis à Paris. De mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La 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 Messieurs, dames, le monsieur qui est derrière, c'est Patrick Léotard qui fait la prise de son. Et nous sommes dans son studio, ici, que Jean Renard... c'est aussi la maison de Jean Renard, ici. Hein, c'est, Un petit peu, oui, depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps, c'est là que tu viens enregistrer, faire les essais. C'est ton clavier qui est là, presque à côté. Ben, Hein? bien sûr. Hein? Alors, on va continuer cette fois-ci avec Johnny. Le temps passe très vite, là. 1 heure, c'est court. On va faire un numéro 2, j'en suis certain. Avec une chanson qui est la chanson de Johnny. La chanson. Oui. C'est Que je t'aime. Ah Comment ouais. elle est arrivée, cette chanson Que je t'aime? Oh. Et surtout, Johnny, en fait, tu l'as rencontré, ça y est, Sylvie te l'a présenté. Tu sais, la plupart des tubes, enfin des chansons qui deviennent des tubes, c'est en général un coup de peau. C'est-à-dire que on ne l'attend pas, et c'est cette chanson-là qui d'un seul coup va avoir l'adhésion du public. Il va voter, oui, voilà. Et on rentre de Londres avec Johnny, on vient de faire un album de rock'n'roll. Et on doit faire une émission de Mariti et Gilbert Carpentier du fameux samedi soir au But de Chaumont, à Paris. Et donc, on fait la répétition le lundi, et Johnny choisit dans l'album un rock'n'roll, comme d'habitude. Et Mariti vient vers moi, gentiment, et elle me dit, Jean, parce que je l'accompagnais partout, forcément, et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Je dis, mais ça fait partie de l'album qu'on vient de faire à Londres, et puis la maison de disques, Philips, va mettre ça sur le marché. Ça, c'est normal qu'on présente dans une émission, forcément, une émission avec Johnny, ce qu'il vient d'enregistrer. Ah, elle me dit, oui, mais les enfants, c'est minable. Hein. J'ai dit, quoi? Ça te plaît pas? Ah, elle me dit non. Puis alors, dans le style de l'émission, rock'n'roll et tout, mais je veux bien, mais attends, toute la musique que j'aime, je veux bien, mais ça, non, attendez, t'as pas autre chose qu'elle me dit? T'as rien? J'ai dit, mais non, on n'a rien enregistré d'autre. Bon, elle me dit, mais t'as certainement quelque chose t'as une idée quand même pour la prochaine fois. Je dis oui, j'ai un truc dans ma tête que j'ai montré à Johnny cette semaine. On allait au cinéma, j'ai montré ça, il m'a dit c'est formidable, sur un texte de Gilles Thibault précisément. Je me mets au piano dans le studio et je commence le fameux intro de Que je t'aime. Et Mariti me dit, mais écoutez, c'est ça. Et Johnny, qui m'entend à ce moment-là, arrive de la cabine où forcément, il écoutait ce qui se passait dans le studio. Il arrive vers moi en courant, il se met assis à côté de moi, et il se met à chanter « Que je t'aime !» Mariti me dit, les enfants, je veux ça pour samedi. Oh là là, aucune orchestration, rien. J'ai dit, bon, d'accord, je vais me mettre au piano. Ah, il n'est pas question que tu te mettes au piano. Je veux une orchestration costaud, etc.
Alors, arrangeur, Jean-Claude Vanier, allô, machin, studio. T'avais combien de temps pour faire ça? Oh, ben, on avait la semaine, parce que on avait 5 jours pour aller ensuite faire le direct. Oui. C'était en direct, l'émission. Ouais. Et les studios n'étaient pas libres à Paris. Et on trouve un studio libre chez Bernard Estardi, que les musiciens connaissaient à l'époque, rue Énorme, Championnet, Bernard Estardi. le studio CBE à Paris, qui était très célèbre. Sardou enregistré là, etc. Et Johnny quelquefois. Et il me dit, moi je ne suis pas libre, mais pour vous faire plaisir, parce que c'est Jojo, parce que c'est toi, parce que c'est Mariti, parce que ceci, entre midi et 2h jeudi, on peut faire la rythmique et les violons. Mais à 2h, j'ai la garde républicaine qui enregistre, je sais pas quoi, pas question. Il y avait les chevaux, non? Avec les trompettes, tagala. Voilà. Et on enregistre, bien entendu, on l'a fait, Jean-Claude Vanier a écrit, et il m'a dit, mais c'est gonflé de faire ça, mais on va y aller. Et puis le soir, eh bien, on a fait autre chose, et j'ai dit, mais Johnny, veux-tu venir? Oui, il est arrivé à 1h du matin. Voilà. Mais il était fatigué, tu vois, comme souvent, à 1h du matin, il était fatigué. Et donc, on a enregistré, et puis il s'est un peu, pas trouvé mal, mais il a eu un étourdissement. Après avoir chanté le premier couplet. On l'a ranimé, j'ai été dans les toilettes chercher une éponge, et puis je suis arrivé pour lui taper la tête, etc. Il a fait le deuxième couplet, le troisième couplet, et puis j'ai dit, maintenant tu vas taper le refrain. Ah, il dit non, on verra ça demain. J'ai dit demain, mais c'est vendredi. C'est la répétition générale. Il me faut le titre ce soir. Oh là. Oui, tu vois comment les tubes, des fois, se font. Hein. Alors, il a chanté Que je t'aime avec forcément la puissance qu'on sait. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, 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 que je t'aime.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Quelle puissance musicale! Et alors le texte est très fort. Comment vous avez travaillé avec l'auteur de la chanson? Tu as travaillé sur le texte ou il y avait d'abord la musique et après comment ça s'est fait ça? Eh bien, Johnny m'avait donné un paquet de textes et il m'avait dit fais-moi un truc, tu verras, regarde dans les textes, ça parle d'amour et puis c'est tout. Je rentre chez moi, un jour, je dis tiens, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Je regarde, je feuille les textes et je vois ce que l'amour a blessé. Je dis ça doit être ça. Et je mets au piano ce que l'amour a blessé. Et j'avais dans la tête une mélodie, si tu veux, que j'avais composée, mais appelons ça composée. Je l'avais dans la tête. Surtout l'orgue, façon Jean-Sébastien Bach, tu vois, l'espèce de fugue. Et je l'avais faite il y a plusieurs années auparavant. T'occupe pas de moi, je suis en train de chercher une chanson. Je t'en prie. Fais comme chez toi. Je reviens, vous inquiétez pas. Hein. Et je m'étais mis sur mon gaveau droit à l'époque. J'étais chez mes parents, ils étaient partis en promenade et j'ai commencé à jouer à 2h de l'après-midi ce thème-là. Quand ils sont rentrés vers 5h30, 6h du soir, le soleil était en train de descendre. J'étais toujours en train de jouer ce thème-là. Et je pleurais. Il faut dire que quelque temps avant, j'avais été très touché par la séparation comme on a des fois un petit coup de cœur. Et ça m'avait totalement bouleversé. Et là, tout sortait d'un coup, comme une espèce de volcan qui sortait. Bon, et plus je jouais, plus c'était, pour moi, extraordinaire. C'était, bon... La mélodie, qu'ensuite que Johnny a chanté, n'était pas faite. Je n'avais que ce thème-là. Et quand j'ai vu le texte de Ce que l'amour a blessé, j'ai mis ça dessus et j'ai commencé à composer quand un revenant de guerre se dit c'est la dernière, etc. Et quand il revient du front, et c'est la dernière avec le rouge au front. Bref, je me mets à composer ce qui est devenu, avec les paroles que je t'aime, sur Ce que l'amour a blessé. Johnny vient un jour chez moi, on boit une petite bière avant d'aller au cinéma à côté, et je lui joue. Ah, il me dit, mais c'est pas ce thème, c'est pas le texte. La musique, c'est formidable, mais c'est pas le texte. Oui. Comment ça, c'est pas le texte? Non, donne-moi le paquet. Alors, je lui donne le paquet de texte. Il dit, c'est ça, c'est Que je t'aime. D'accord. Oh, j'ai Que je t'aime, mais... Alors, je mets Que je t'aime sur le piano et je commence, mais ça colle pas. Que je t'aime, quand tes cheveux s'étalent, que je t'aime comme un soleil d'été. Je dis, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je peux le faire, mais il faut enlever les Que je t'aime. Ouais. Et il fait, ouais. J'ai dit, mais et si on les mettait dans le refrain? Oh, il réfléchit. J'ai dit, tu sais, bien sûr, ça va faire beaucoup. Tu vas pas chanter. Si, je vais chanter 20 fois Que je t'aime si tu veux. On va les mettre dans le refrain. Ah, alors là, donc c'est là que la chanson est née d'un seul coup, quoi. Donc elle ressemble à Ce que l'amour a blessé? Ah oui, complètement. Alors ce qu'on va faire, on va écouter Ce que l'amour a blessé. Ah bon? D'abord, je voudrais te féliciter parce que grâce à cette chanson, je pense que beaucoup de garçons ont su dire des mots d'amour après. Parce que le texte de Que je t'aime, quelle déclaration d'amour! Quelle déclaration d'amour! Oui. C'est vrai, hein? En plus, ça a dû aider beaucoup d'ados, hein? Oui, on a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir transformer la chanson, car Gilles Thibault écrivait pratiquement toujours en alexandrin, c'est-à-dire 12 pieds qu'on pouvait diviser en deux. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comprends? Ah là là. Et c'est pareil pour le début de Ce que l'amour a blessé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu comprends? Je comprends. Comme des revenants de guerre, comme des revenants du four
revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur, ouais, comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ah. Ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants chez soi, ils trouvent le feu éteint. On ne les attend pas devant les cendres froides, comme des chiens sans pleurer. Ils lèchent leurs blessures, ils soignent leur passé. Oh, ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Et comme des revenants de guerre, comme des revenants d'amour, ils jurent c'est la dernière, à jamais pour toujours. Il faut ranger les armes, il faut sécher les larmes, ils veulent mourir en paix et qu'on leur fiche la paix. Oh, ce que l'amour, ouais, ce que l'amour, ce que l'amour a tué, a tué. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Surprenante hein, l'intro de Ce que l'amour a blessé, hein, cette voix. Ah, oui, c'est- Hein, c'était très, très, Ouais. très dans le ton de l'année. Hein. Tu sais, j'ai la larme à l'œil hein, quand j'entends ça. hein. Je vais essayer de m'en remettre. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, je suis pas mégalo, hein, mais presque. Je me dis, qu'est-ce que c'est vachement bien, quoi. Oui. C'est extraordinaire, quand même. Une interprétation comme ça, ben, bon, c'est Jojo, quoi. Moi, je me souviens d'un copain, quand on partait en boîte, qui chantait ça, ou plutôt quand il sortait de boîte et qu'il avait rien eu, quoi. Il avait attrapé un rhume plutôt, et rien d'autre, et qui disait ce que l'amour a blessé. Ah oui, oui, Et je d'accord. l'imaginais, place du Capitole, en train de chanter ça. Ah oui, Voilà. d'accord. Si ça se trouve... D'accord. Voilà, de grands souvenirs, tout ça, grands souvenirs. Énorme. Alors on va continuer dans l'histoire de Johnny et Sylvie, dont était le directeur artistique. Tu es devenu le directeur artistique de Johnny grâce à Sylvie, en fait. Grâce Bien à sûr, Sylvie. bien sûr. Un soir, elle a enregistré chez Decca. Elle était un peu fatiguée. Et puis elle me dit, tu sais, tu veux pas venir avec moi chercher Johnny parce que il est aussi fatigué. Il est 3 heures du matin. Il est chez Jean-Claude Brialy dans un restaurant qui s'appelait l'Orangerie, qui lui appartenait. Et puis, bon, Johnny allait souvent là voir son pote. Et bon, on prend la voiture, on va le chercher dans le Marais à Paris. Et là, il dort sur une table ronde dans un coin tout seul, sur son bras. Bon, et Jean-Claude est parti se coucher, bien sûr. Il est tout seul avec le serveur qui est là. Et puis elle va vers lui, puis Johnny. Et là, il se réveille un peu comme ça. Je te présente Jean Renard. Alors, il lève légèrement la tête et il me fait « Tu connais le rock'n'roll ?» Oh, première fois que je le voyais. Et moi, d'instinct, je lui dis « Tu connais Offenbach ?» Alors il me fait, là il se réveille un peu, il dit « Bach ?»« Ah, Bach, je connais Bach. Oui. » Bon, t'es très fatigué, bien sûr. Bien sûr. C'est pas le Johnny, c'est plutôt Johnny des Guignols. ça, que tu me fais là. C'est un peu ça, oui. Ouais. Alors, on l'a ramené à la maison et, bon, à partir de là,
le lendemain, on s'est téléphoné, je sais pas pourquoi. Il m'a dit, je tourne un film, un bout de film à Vincennes, dans un studio, si tu veux venir, on va parler un petit peu. Parce que Sylvie m'a dit on venait de faire la Maritza et tout ça quand même. Bien sûr. Et bon, je suis allé le voir, et il m'a dit, écoute, moi, si tu veux me faire une ou deux chansons, et puis me montrer, ça me plairait, quoi. Bon, j'ai attendu 3-4 jours, et puis j'y suis allé. Mais il n'était pas vraiment en pleine forme, là. C'était une période très, très négative pour lui. Il était très fatigué, il avait le cheveu triste, tout noir. Oui. Il était habillé comme un SDF, tu vois, et il était bizarre. Il avait fait une tentative de suicide déjà. Ah bon? Ah oui, oui. Et puis, il était prêt d'en faire une vraie. Et puis, bon, avec son docteur que j'ai rencontré, je peux dire qu'on a travaillé plus sur le bonhomme pendant 5 à 6 mois que sur les chansons. Il a fallu le remettre en selle, lui changer la couleur des cheveux, lui racheter des Tu t'es habits... occupé de ses tenues de scène et tout aussi. Des habits de lumière et tout, parce qu'il fallait... C'est toi qui as fait L'homme aux yeux de laser. Tu l'as amené jusque-là, je crois, Oui, non? à ce moment-là, Jusqu'à oui. cette période-là. À ce moment-là, c'était la fin du traitement. C'était au top, il était au top, là. Oui, ben oui, il était tout en lumière avec l'habit du laser. Et quoi. puis, magnifique, hein, Voilà. magnifique photo, Ouais. l'album, tout. Hein. Oui, bah, c'est un album qu'on a fait comme ça, vite fait, bien fait, parce que 5 jours avant le concert, au pavillon de Paris, à Pantin, à Paris, j'étais allé le retrouver dans le sud où il jouait aux boules et aux cartes avec ses copains. Il y avait forcément Alan Coriolan, son fidèle ami secrétaire noir de couleur, et puis Sacha Roule, etc., toute l'équipe à l'époque. Et tous ces gens-là jouaient aux cartes et s'occupaient pas des titres ni rien. Et je dis à Johnny, mais tu sais qu'on fait le pavillon de Paris quand même. La scène est prête, et puis les décors sont faits. Et puis il y a Rouverolise à la lumière, et il y a tout ça. Oui, alors quel est le problème? J'ai dit, le problème, c'est les titres. Je vais faire ce que je fais d'habitude, hein, t'inquiète pas. Il y en a 15 ou 17, t'en veux combien? C'est pas la question. C'est que les gens en ont marre un petit peu de Gabriel et tout ça. Tu vas pas faire que ça quand même toute ta vie. Bon, entre parenthèses, il l'a fait toute sa vie. Oui. Il me dit non, mais on voit quelques chansons nouvelles. Je dis j'en ai apporté. Alors j'étais venu avec 5-6 chansons, mais à on les a fait, dont l'ange aux yeux de laser, au pavillon de Paris. Quoi. Alors, on va parler d'une chanson qui, à mon avis, qui a une histoire. C'est J'ai un problème. Cette chanson, on dirait qu'elle est arrivée à point, quelque part. Paraît-il, je ne sais pas, tu vas m'en dire plus. Ah, si, bien sûr, mais tu vas faire une émission de 2 heures, là, parce que... Oui, je crois qu'on va demander une demande d'antenne un peu plus. Bon, tu me fais forcément appel à mes souvenirs intimes en plus. Mais, tu sais, J'ai un problème, c'était le fameux duo mythique qu'il fallait créer, et pas raté. Il valait mieux pas. Oui, ils étaient ensemble pour le public. Oui. Johnny et Sylvie étaient indissociables. Et puis dans les duos du moment, il y avait Stone et Chardin qui Bien marchaient. sûr. Il y avait Sheila et Ringo qui marchaient, etc. Et tu pouvais pas rater le coup. quand même. Albano et Romina Power. Bien sûr, Bien bien sûr. Et là, on s'amène avec Sylvie et Johnny qui font un duo. Alors, attends, et directeur artistique Jean Renard, des deux. Alors là, j'étais un peu inquiet quand même du résultat. Sylvie m'a dit, on fait le duo. Je suis d'accord, parce que la polémique entre les maisons de disques, non je veux pas, non je veux plus. C'était très compliqué. Tous les deux vendeurs entre 700 000 et 1 million de 45 tours. À chaque fois. Et puis c'est une chanson douce, J'ai un problème, c'était pas très rock'n'roll. Voilà. Et là, il fallait... Bon, on enregistrait ce titre sous la direction d'un preneur de son, excusez-moi du peu, Kim C, qui était à l'époque, qui avait déjà enregistré Elvis Presley, etc. Et on rentre à l'hôtel Royal Garden sur Hyde Park à Londres, et un hôtel, et je suis avec Gabriel Yared, qui vient de faire les 7 titres. Et il m'a dit, t'as l'air préoccupé. Je lui ai dit, oui, on était devant un œuf au bacon. Et il me dit, il y a quelque chose qui te plaît pas? Je lui ai dit, non, on n'a pas le tube. Comment on n'a pas le tube? Je lui ai dit, non, il faut une mélodie, quelque chose. T'as entendu les mélodies? Il me dit, pas vraiment encore, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Je lui ai dit, non, on n'a pas le tube. Je ne rentre pas à Paris comme ça. Il me faut un tube.
Alors, je lui ai dit, tu sais, tiens, je vais te montrer ce qu'il faudrait. Il y avait un piano basse-string à côté du bar, je m'y mets et je joue un tango. Comme celui que tu as à côté de toi. Ah, oui, c'est ça. Mais celui-là, il ne vient pas faire de bruit. Et je joue un tango que j'avais fait pour Primo Corsia, je crois, je ne me rappelle plus. Et à ce moment-là... Le grand Primo Corsia. Oui, c'est à l'époque. Et je lui dis, mais tu sais, ça sonne pas au piano basse-string, mais... Il me dit, attends, regarde, il se met au piano et il me fait... Je dis, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Mais on n'a pas l'orchestration. Il me dit, écoute, on a demain matin, 9h, midi, les violons, midi, 2h, les cuivres, et on peut faire la rythmique en même temps, et moi je ferai le piano. Mais j'ai dit, mais l'orchestration, je te l'écris dans la nuit. Et il l'a faite. Au crayon, il n'a pas dormi. Et le lendemain matin, on a enregistré ce qu'on appelle dans mon jargon le playback, c'est-à-dire l'orchestre seul du futur. J'ai un problème. C'est ça, voilà. Et donc, voilà. Et là, j'étais sûr de moi. Quand je suis rentré à Paris, on n'avait pas encore enregistré les voix de Johnny et Sylvie. Et j'ai dit à Sylvie, il va falloir que tu chantes seul, parce que Johnny, il va venir après toi. Elle me dit oui, parce que sans ça, je ne vais pas arrêter de rigoler et de me marrer pendant qu'il va chanter. Je vais pas pouvoir. Ah bon? Voilà. Alors, elle est venue à chanter pendant 2-3 heures. Elle est partie se coucher et Johnny est arrivé à 2 heures du matin. Ça n'a pas été Non, pas du tout. Ils l'ont enregistré. Ils l'ont fait ensemble sur scène, mais pas du tout. Ah, sur scène après. Oui. Mais à l'enregistrement, non. J'ai enregistré les deux séparément. Chacun son coin, quoi. Et pourquoi? Parce que c'était soit en tierce ou soit en... Bon, les musiciens comprendront, tierce renversée. Et donc, ça collait très bien. Moi, j'étais sûr de mon coup. Hein. J'ai dit, Johnny, puisque j'enregistrais les deux, je connaissais leur maximum et leur minimum au point de vue tessiture, au point de vue enregistrement. Voilà. Et là, ça a collé. Johnny chantait en plein pot, Sylvie chantait plein pot, et les deux ensemble, bah là, boum, voilà. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Avec Jean Renard dans son studio d'enregistrement, Voilà. avec Patrick Lyotard à la console derrière vous voyez, pour ceux qui regardent l'image, oui, parce que cette émission est enregistrée pour faire de la radio, mais aussi sur l'idée de Jean Renard. On s'est dit pourquoi pas le mettre en vidéo aussi, pour que tout le monde puisse voir un petit peu ce qui se passe. Oui, C'est mieux. faut suivre le siècle. Hein. Oui, il faut suivre le siècle, bien sûr. Alors moi, j'ai le casque de travers, j'ai un papier dans les mains, oui. comme un bon animateur de radio. Bon, je dis quand même bonjour à tous ceux qui nous... Ou bonsoir, ou ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je rappelle également que cette émission est sous-titrée dans le pays où elle est diffusée. Oh là. Tu te rends compte un petit peu. Pour ça qu'il faut hablar despacio. Il faut parler doucement. Voilà. Alors, on va maintenant aborder autre chose, mon cher Jean, et je sais que tu peux m'en raconter beaucoup sur... Je sens à chaque fois une émotion quand tu écoutes une chanson. Oui, en plus, tu me fais sortir des trucs de ma cave. Tu vois, on garde des trucs en souvenir des Oui. fois dans une cave ou dans un grenier, tu vois. Bon, c'est embêtant de dire que ces titres sortent d'un grenier parce que c'est... Ah non, ils sortent pas. Ils sont vivants, tu comprends. bien Ils sont... sûr. Quand je réécoute ça, je dis mais c'est pas possible. Ah, mais ça On fait n'était pas partie du mauvais quand même. Ah oui, ça fait partie du patrimoine de la chanson française. Absolument. Et internationale. Et je voudrais dire quand même une chose qui m'épate chez toi, c'est que quand on a un compositeur, et on retrouve beaucoup de compositeurs de chansons aujourd'hui, on sent la patte du compositeur, à savoir que on retrouve souvent la même mélodie, souvent la même chose. On a l'impression que certains réécrivent la même chanson. Et avec toi, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, enfin, il me semble. Tu as une palette d'écriture, mais immense. Ouais. Immense. Tu sais, je me compare pas du tout ni à Mozart, ni à Schubert, ni à qui que ce soit comme ça, quoi. Parce que nous, on n'est pas vraiment des compositeurs, on est des bons mélodistes éventuellement. Mais les bons compositeurs, hein, c'est... Attends, ça veut dire que c'est Mozart, Beethoven et les autres. Hein. c'était des mélodistes aussi. Ah oui, tu parles, et Beethoven, la lettre à Élise et tout. Bon. D'accord. Bon, ça n'empêche que la façon de travailler, tu t'ennuies si tu pars toujours, tu sais, personne n'invente les accords, ils existent depuis 100 000 ans. Et donc, si tu composes au piano, par exemple, ou à la guitare, tu vas passer par des accords dont les Beatles se sont servis, les Rolling Stones aussi, et tout le monde. Mais en jazz ou en rock and roll, ce sera toujours les mêmes. Hein. Je te les cite pas, c'est trop compliqué pour les gens qui n'en ont rien à faire. et donc, la première chose à faire, si tu veux avoir de la diversitude, provoquer l'intérêt, etc., c'est d'essayer de diversifier. Et forcément, bon, faut peut-être un certain don pour ça, mais moi, je m'applique à écrire pour tout le monde et pour tous les styles. J'ai fait un jour le feuilleton en France de télévision Santa Barbara. J'ai écrit toute la musique. C'est toi qui as écrit la musique de Santa Barbara. À l'intérieur, oui. J'ai fait 118 œuvres nouvelles en 3 semaines. Oh là. Mais j'accompagnais un mariage, un enterrement, etc., etc. Parce que je peux faire ça. L'illustration sonore. Mais si c'est nécessaire, moi, si on me demande un morceau pour un enterrement, d'abord, je ne le ferai pas, parce que il n'y a qu'à prendre que je t'aime, que chante Johnny, puisque ça aussi, ça l'a accompagné dans son service funèbre à la Madeleine. Bien Alors, sûr. il n'y a pas de raison. Enfin, c'était Johnny. Et c'est demandé par le public. C'est toujours Oui. demandé par le public. Oui, c'est toujours demandé par le public. C'est la chanson de variété la plus jouée à l'église. Alors, je crois qu'il y a une histoire à propos de Que je t'aime. Je pense qu'un jour, sur une scène, il ne devait pas chanter Que je t'aime. Et les musiciens ont commencé un accord qui ressemblait à Que je t'aime. Oh, mais tu vas pas me faire raconter ça quand même. Allez. Encore une fois. Allez. Alors, c'est 3 pas heures ça, qu'on va mais tu faire. sais, on va me dire, mais David, comment tu n'as pas fait parler Jean Renard? Nous sommes en 2070. Et il fallait faire 1 heure de plus. Aïe. Bon, de quoi on parlait? De Johnny qui ne devait pas chanter Que je t'aime. Ah oui. Les musiciens attaquent un Oui. morceau et Johnny attaque Que je t'aime. Alors écoute, on est à Béziers, Oui. dans les arènes,
il y a 21 000 personnes à peu près. Hein. On peut pas en Parce que mettre- ça faisait longtemps qu'il chantait plus que Je t'aime sur Ah scène. bah oui, il ne chantait plus. Oui. Et là, l'orchestre, il est arrivé avec 1 heure de retard. Johnny avait ce talent, si tu veux, ou cette exclusivité. Il pouvait se faire attendre pendant... Alors les gens hurlaient, bien sûr, mais enfin, ils étaient contents quand il arrivait. Et puis, ça faisait 1 heure qu'on attendait. Il arrive, il était un peu fatigué, on le ranime, tout ça comme il faut. On l'habille, tout. On lui sèche les cheveux parce qu'il monte sur scène. Et là, l'orchestre, depuis à peu près 1 heure, avec Jean Costa, qui était le directeur de l'orchestre, avec qui j'avais fait Dallas, à Miraval, dans le sud, On en parlera à tout à l'heure. Brignoles. Et donc, ils jouaient, ils avaient les lèvres comme ça, à l'envers, les trombones, tu vois, à force de À force de jouer, souffler. les trompettes aussi. Le batteur, il avait plus de poignets, il avait plus fatigué et tout. Et puis, il monte sur scène. Moi, je suis là avec la bouteille d'eau, c'est traditionnel. Et avant de rentrer, je lui passe la bouteille. Paf, il prend un coup d'eau, il repose la bouteille dans mes mains, je la pose là, et d'un seul coup, depuis un moment, l'orchestre faisait bom, bom, tu vois, bom, bom, en attendant Johnny, bom, 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 bom. Et là, il m'attrape le poignet, et je rentre sur scène avec lui, obligé. Et là, il a une force, et je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de le suivre. Je suis en tongs, d'été pour aller sur la plage en short jaune et rouge avec des pois et un t-shirt bleu blanc rouge. Je suis dans un état de vacances incroyable. Oh, et j'arrive sur scène avec lui et il dit c'est pas le tout de faire les chansons, il faut les chanter aussi. Et le public attaque que je t'aime, que je... 20 000 personnes qui chantent d'un coup. Alors là, je pouvais plus bouger. Et Johnny me regarde et fait « Allez, chante, chante !» Et alors? Oh ben j'ai fait que je t'aime un coup, puis je suis sorti en courant. Et parce que bien sûr, il a enchaîné avec le public. Oh là là, oh là là, oh là là, bien sûr. Quelle merveille. L'amour a toujours été présent dans les chansons que tu as écrites, et notamment dans ce monsieur que tu as rencontré par la suite, qui est Mike Brandt. Oh, Alors là, lui, c'était... Alors, l'amour, là, il symbolisait l'amour, lui. on va hein. faire 4 heures là. Avec une chanson qui s'appelle « Laisse-moi t'aimer Ah oui, oui. ». On va l'écouter, après tu me parleras de Mike. Ok? D'accord. Hein? D'accord. Allez, on y va, c'est parti. « Laisse-moi t'aimer », Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière, toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer rien que la nuit. Laisse-moi rien que la nuit voir dans tes yeux
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Quelle voix, l'ami Mike Brandt. Vraiment, quelle voix. Il est arrivé comment dans ta vie? C'est grâce à Carlos, grâce à Sylvie, c'est ouais, ça? comme un ange, quoi. Tu sais, Sylvie, elle faisait un concert à Téhéran, et en Iran, et elle était avec Carlos après ce concert dans une boîte, et elle entend ce garçon chanter sur scène pour gagner un peu de rond, quoi. Et elle dit, mais ce mec, il est tellement beau, et il chante, mais incroyable. Mais il peut faire un carton en France, mais il faudrait qu'il vienne chez nous parce que, bon. Et puis c'est tout. Elle laisse son adresse au garçon, elle va le voir, et elle a dit, vous devriez venir à Paris. Il ne parlait pas du tout français, alors il parlait anglais, un petit peu, petit nègre, comme on dit. Et puis c'est tout. Et puis il rentre, Sylvie et Carlos partent en tournée en France, en été, et Mike, de son côté, en Israël, se dit, je vais aller voir Sylvie à Paris et Carlos. Il prend l'avion, sans leur téléphoner, sans rien, il arrive à Paris. Il avait une adresse, celle de Carlos. Et bon, il va, comme il peut, chez Carlos, et puis il n'y a personne. Alors, il veut aller à l'hôtel, il n'a pas trop d'argent. Bref, Mike, il n'avait pas... On comprend pourquoi. Il n'avait pas trop de problèmes pour faire dodo le soir avec quelqu'un. Bon, et donc il va pas trop souvent à l'hôtel. Et comme ça, il reste quelques jours à Paris. Et avant de partir, à Orly ou peut-être c'est Charles de Gaulle, je ne sais plus. Et une dernière fois, il met une pièce, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Téléphone à pièce. Non, on mettait la pièce dans l'appareil téléphonique. Et il appelle Carlos, qui ne répondait pas depuis 3 jours. Et là, Carlos répond. Qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Tu es en Israël? Il dit, non, je suis à Paris, je suis à l'aéroport. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais je suis venu, mais je ne vous ai pas trouvé. Je pars, je repars. Il dit, mais il n'est pas question. On veut te voir. Prends un taxi. Mais j'ai pas de rond. L'autre lui dit, j'ai plus de sous. Allez, prends un taxi. Tu me dis quand tu arrives, je t'attends. Ah oui. Voilà. Alors, bon, il arrive. Carlos l'accueille, il paye le taxi. Et puis, il dort pendant 1 journée, 2 journées chez Carlos. Et Carlos m'appelle un jour, il me dit, écoute, il y a un mec qui est venu nous voir, qu'on avait rencontré en Iran, mais il n'arrête pas de hurler. En Israël. Ah non, c'est en Iran, oui. Oui, c'est en Iran. À Téhéran, quoi. Et donc, il dit, j'ai un mec chez moi, il est beau comme un dieu, il chante formidable, et chez moi, je suis obligé de tout fermer parce que ça résonne dans la cour, il emmerde tout le monde, et il bouffe tout ce que j'ai dans mon frigo. Alors, est-ce que tu veux le voir? Parce que s'il ne te plaît pas, on le remet dans l'avion, puis on n'en parle plus, quoi. Bon. Je me donne rendez-vous pour 9h du matin chez Jean-Claude Vanier, mon arrangeur de l'époque, qui était un génie, bien entendu. Bien entendu, oui, un grand musicien. Et donc, Mike arrive, à 9h pile, la porte s'ouvre, le mec, il passe à peine dans la porte. Je dis, oh là, s'il est aussi beau, s'il chante si aussi... son ramage ressemble à son plumage. Le corbeau et le renard. C'est un peu ça, merci. Et donc, je me dis, s'il chante aussi bien qu'il est beau, ça va cartonner, quoi. Oui. Bon, je me mets au piano, je fais do mineur, quoi. Enfin, bon, c'est le piano. J'entends « Sometimes !» Le sol, pleine voix, direct. Oh, je dis, arrête. Ça va. J'entends la vibration naturelle, tout, le sol impeccable. Bon, ça va. Viens au studio, on termine un mixage, je sais pas quoi, avec Sylvie peut-être. Il vient au studio, et puis une fois que la séance est finie, on lui prépare un micro, tout. J'ai dit, allez, chante-nous quelque chose, on va voir quelle bois tu te chauffes, quoi. Et il se met à chanter. 1 heure après, il chantait toujours. Il chantait en américain, en israélien, en juif, quoi. Puis il chantait rien en français. Il connaissait rien. Il connaissait rien du tout. J'ai dit, bon, ça va aller, hein, parce que... Bon, j'ai dit, je vais en parler à Carlos, mais si tu veux, on va s'occuper de toi. Hein. Alors, bon, j'en parle à Carlos, qui me dit, il faut trouver un titre. Je rentre chez moi avec ma bagnole, et puis dans la voiture,
Je me dis, tiens, je venais de faire un thème pour Dick Rivers, un peu bluesy. Tu vois, un peu comme ça. Et puis, je dis, Mike, c'est pas tout à fait ça. Faudrait une balade, quelque chose de plus tendre, et surtout qui ressemble à lui. Faudrait que c'était un gamin, disons un mec à minette, quoi. Ah, ça. Avec en plus, ça. pas du siècle, avec une chemise à jabot. Le dandy, quoi. Voilà, un petit peu mais ancien, tu vois, fin 19e, tu vois. Bon, finalement, j'en ai parlé à Carlos, il me dit, mais allez, on va essayer. J'ai fait faire l'orchestration, et une fois l'orchestration terminée, je dis à Mike, viens au studio, et j'y chante la mélodie. Je lui dis, quelle parole tu vois là-dessus? Il me dit, en israélien, il me fait ça. Et j'entends, laisse-moi t'aimer. Ah oui. Ah, j'ai dit, écoute, si tu veux, on peut essayer. Alors j'avais demandé auparavant à Pierre Delanoë, il s'occupait d'une adaptation, il ne pouvait rien faire. À un autre, Hubert Itier, il ne pouvait rien faire. Alors bon, j'étais obligé de faire le texte. Ah, c'est toi qui as fait le texte? J'étais obligé. Et je ne voulais plus écrire de texte, puis que je ne chantais plus, je ne faisais plus mes chansons. D'accord, donc le texte de Laisse-moi t'aimer, c'est toi? Mais je ne travaillais qu'avec Michel Mallory, ou avec Gilles Thibault, ou Pierre Delanoë, tu vois. J'écrivais plus, moi. Et je me suis dit, je vais réécrire des textes. Voilà. Personne ne voulait le faire. Oui. Inconnu, tout ça, on s'en fout, quoi. Bon. Et au studio, je dis à Mike, vas-y, laisse-moi t'aimer. Et j'entends, lâche-moi ta mie. J'ai dit, pardon. J'ai dit, laisse-moi t'aimer. Il dit, lâche-moi ta main. Oh, j'ai dit, on va avoir vraiment du boulot, là. Et alors, écoute bien, pendant 1 an, on a fait 11 chansons en phonétique hébreu. D'accord. Il lisait de droite à gauche, comme l'hébreu. Et je ne te raconte pas les séances, on a enregistré 4 à 5 phrases en 3 heures. Oh là là. Il a fallu du temps. Et surtout, les studios, ça coûte très cher. Et s'il n'avait pas vendu, avec mon associé Gérard Tournier, on aurait été en prison. C'était terrible. Ça a marché. Et ça a marché. Oui, grâce à une personne incroyable qui était directrice de pratiquement pas à cette époque, mais qui est devenue directrice des programmes de RTL, on peut le dire. Monique Lemarcy. Monique Lemarcy, voilà, c'est ça. Qui est devenue quand même la célèbre... oui, parce que... Il y a eu Canetti dans le milieu, oui. Celui qui découvrait les talents, c'est ça. qui s'occupait de Brel et bien d'autres. Oui. Et puis Monique Lemarcy. Qui a lancé Dassin, Julio Iglesias, et Mae Brandt, et ensuite Gene Manson. Et ensuite Gene Manson. Bien sûr. On la retrouvera tout à l'heure. Je voudrais quand même évoquer une chanson, là je l'ai préparée, puisque tu parlais de Denny Man tout à l'heure, sur une chanson qui a été samplée, justement, le début d'une chanson qui a été samplée, c'était Mets dans la lumière. Exact. C'est Mets dans la lumière. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pris, Ennymen, de cette chanson? Le début, toute l'intro, qui a été écrite par Jean-Claude Vanier, mais composée par moi. C'est-à-dire Do, Ré, Mi, Ré, Do, piano, Do, Ré, Mi. Et si tu veux qu'on appelle ça un leitmotiv, tu vois, ça intéresse beaucoup les rappeurs et autres gens qui chantent dans ce style-là, parce qu'il y a une répétition du son qui fait obsession. Don, 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 don. Et là, l'autre, tu comprends? L'ombre étend son manteau, est encore et déjà bien plus chaud, et je vois dans tes yeux une larme, un aveu. Mais dans la lumière, c'est une arène d'or, je me bats au corps à corps. Mais dans la lumière, tes yeux gris
je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais dans la lumière, c'est une eau bleue qui dort, je me baigne encore, la nuit revient bientôt. Plus fou, car tes yeux sont trop doux, mais dans la lumière, tes yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais dans la lumière, c'est une arène d'or, je me bats au corps à corps, où je me bats au corps à corps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fort. Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Je suis certain qu'il y a des demoiselles qui ont dû mettre en boucle la fin de la chanson quand il pousse ses petits cris. À mon avis, tu as dû voir certainement des demoiselles tomber en pomoison dans le public, hein, avec Mike. On a été assez gonflés de faire ça comme ça, quoi. C'est carrément une chanson porno, quoi. Presque. presque, quand même. Bon, tout le monde aura compris qu'il ne se passait rien en studio, quand même. Sinon, maintenant, on serait attaqué. C'est la mode, maintenant. Oui. Hein. On m'accuserait de viol en studio. En bande organisée. Non. C'était tout simplement la passion de faire les choses comme il faut à fond. Et puis, il a réussi à le faire. Il devait revenir vers toi, je crois, avant sa disparition. Il était question que vous retravailliez ensemble. Ah oui, Je sais que tu as des chansons qui sont prêtes. Disons que... Dont une que je connais qui a été reprise par d'autres artistes. On s'est séparés au bout de 2 ans de collaboration étroite et fantastique. Et bon, sur un malentendu, il a fait l'Olympia alors qu'il ne devait pas le faire, à mon avis. Et je voulais pas qu'il le fasse. Et puis il l'a fait quand même. Et je lui avais dit, si tu fais l'Olympia, tu n'as plus de directeur artistique et tu n'as plus de producteur en ce qui concerne Jean Renard. Il l'a fait quand même, le soir même, au cours d'un téléphone qui a duré 15 secondes. Je lui ai dit, écoute, je me retire et je m'en vais. Et il n'y a pas cru. Il a fait l'Olympia avec Dalida. Il faisait la première partie Dalida. C'est ça. C'est Orlando qui lui a proposé de faire la première partie Dalida. Oui, parce que Orlando s'est dit, le frère de Dalida, s'est dit, ça fera bien 500-600 fauteuils de plus, quoi. Oui. Parce qu'il avait un tel succès, un tel retentissement, mais il savait faire en vérité que 7, 8, 9 tubes, et puis c'est tout. Mais ça fait déjà pas mal d'une demi-heure de scène. C'était suffisant. Il s'est mis à faire des gaudrioles, des bêtises sur scène, qu'on déplut aux journalistes, il s'est fait descendre. Mais moi, j'avais prévu ça. Je savais qu'il ne pourrait pas faire plus qu'une demi-heure de scène. Il fallait attendre, il fallait être patient. Non, et les gens se sont aperçus que c'était un mec qui faisait de l'argent. Tu vois, c'est comme ça des fois que ça se passe dans notre métier. Ah oui. Il faisait des sous. Alors, il allait se greffer des polémiques qui ont eu lieu dès que je l'ai quitté. D'ailleurs, si je l'avais
si je m'étais pas séparé de lui, il serait toujours là. Il y aurait Tu pas crois? Oui, il n'y aurait pas eu cet accident. Il n'y aurait pas eu cet accident. Non, non, non. On a dit qu'il s'était suicidé. Ouais. J'y ai jamais cru, bien sûr, Oui, mais- bien sûr, bien sûr. Oui. Tu penses qu'il y a autre chose derrière qu'on connaîtra plus tard, comme pour Marilyn Monroe par exemple. Oui, un peu, sans doute, oui, oui, oui. Enfin, je ne peux pas m'avancer sur la question que je ne connais pas vraiment, mais je sais qu'il faut se souvenir de lui comme étant un ange qui est passé, dont il fallait forcément écouter les louanges, comme on dit. Et puis, c'est tout. Et c'est surtout de ça qu'il faut se souvenir en ce qui le concerne. Comme on se souvient des légendes de Presley ou de James Dean, tu vois. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Alors là, il y a un autre ange qui est entré dans ta vie, surtout si j'évoque son nom, c'est Gene Manson. Ouais. Oui. C'est Gene- un archange. C'est un archange. Bon, bonsoir Gene, bonjour, si tu nous écoutes, voilà, nous avons dit du bien de toi. Gene Manson, qui est aussi rentré par hasard, quelqu'un t'a appelé, comment ça s'est passé la rencontre avec Gene? Ah mon Dieu. Écoute, après la disparition de Mike Brandt, j'ai eu un choc. Ah, ça se comprend. Normal. Parce qu'on devait retravailler ensemble et puis 2 jours après, il disparaît. Alors qu'on avait pris rendez-vous à mon bureau. Et donc, forcément, j'y ai jamais cru. Mais je voulais plus rien faire de réalisation artistique et de créer un artiste. Bien sûr, écrire pour tout le monde, d'accord. Et puis c'est tout. Dans mes vacances, toujours à Noirmoutier dans ma caravane, je reçois un message, non pas un mail à l'époque, un message de la Poste qu'on m'apporte avec un facteur de Jacques Marouani à Paris, qui était un agent de la famille Marouani. Hein. Très célèbre. Il y en a eu bien beaucoup sûr. des Marouani. Tu sais, dans notre métier, on dit compter les Pour s'endormir. Comptons les Marouani, on va bientôt dormir. Il y en a qui comptaient les moutons. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une blague que tout le monde connaît un petit Oui, peu. Enfin, les anciens. Dans notre boulot. Et donc, les anciens, oui. Et donc, ce message, Jean, appelle-moi d'urgence. J'ai trouvé une perle inimaginable, un diamant. Il faut que tu vois et que tu entendes. Bon, je laisse tomber, je joue aux boules, ça dure 2 mois. Oh. Oui, avec mon beau-frère, il était champion. On faisait du sport depuis des années ensemble et on passait nos vacances Vous ensemble. voyez, comme quoi, messieurs, dames, si jamais on vous fait attendre, ne vous inquiétez pas, ça vient un jour. Ça vient un jour. Et Donc, donc- ne désespérez jamais. Et donc, je reçois encore un message. Jean, je t'en supplie. Bon, c'est la fin de mes vacances, je rentre à Paris. Je vais le voir et il me dit, t'as jamais vu ça, tu connais pas? Je dis non. Il me montre des photos et son frère Alain Marouani avait fait les photos. Marouani, qui était un peu directeur de la publicité chez Eddie Barclay. Brillant photographe. Voilà, il prenait des photos de femmes magnifiques pour faire des 30 cm, des pochettes des orchestres qui ne se vendaient que s'il y avait des belles filles sur la couverture. Ah, t'as compris? Oui. Et donc là, un jour, il voit une fille qui arrive présentée par une agence. C'est Jean, et il voit ça, il fait des photos comme Au ça. départ, elle était là en tant que mannequin, pas pour. C'est tout. Voilà. Pour faire des photos sur les pochettes de Eddie Barclay. Mhm. Et alors, il la prend à droite, à gauche, en dessous, partout. Ça fonctionne impeccable. Très photogénique. Voilà. Et au studio, de photos, il lui dit, vous chantez pas par hasard? Elle dit, si, bien sûr. Alors, vous voulez me chanter quelque chose? Elle dit, oui. Attendez, je vais chercher ma guitare. Vous jouez de la guitare aussi? Oui. Vous savez, moi, je suis né à Mexico, à côté de Mexico, et dans l'Ohio, pardon, et j'ai passé mon enfance à Mexico. Et sur les tables à Mexico, avec mes parents, je terminais les dîners pieds nus. J'avais 14 ans, 15 ans, et puis on m'écoutait chanter. Oh non, il écoute, il fait une petite bande, et il me dit, Jean, il faut que tu écoutes ça. Et j'écoute Gene dans des trucs mexicains fantastiques, avec une voix placée. Là, il n'y avait pas de boulot, tu comprends? Extraordinaire. J'ai dit, ça, c'est fantastique. Il dit, veux-tu t'en occuper? J'ai dit, vu les photos,
chaque photo, c'était un coup de fusil, tu vois. Je dis, bon, ben oui, je vais y retourner, je vais y retourner. Et alors la chanson, avant de nous dire adieu, comment est-elle née? Comment as-tu eu l'idée de ce titre et la musique, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est le physique qui m'a fait bouger. Parce qu'à l'époque, elle était mannequin chez Monsieur Hefner, directeur général du magazine Playboy. Connu du monde entier. Bien sûr. Et donc, aux États-Unis, il fallait que des playmates, des filles magnifiques qui défilaient en slip ou à poil sur la plage. Nu. Oui, bien sûr, mais souvent. Et Playboy était comme ça. Alors donc, elle avait une collection de photos absolument ahurissante. Alors, bon, j'ai dit... Mais soft, hein, c'est classe. Très, très joli. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je me suis dit, bon, alors, réfléchissons. Elle est un peu des îles. Elle ondule. Elle est pulpeuse. Elle est ceci, elle est cela. En plus, elle a un accent comme ça. Elle te parle. Ça te fait bouger quand même, tu vois. Bon. Et puis... C'est la Playmate qui t'inspire. Oui, oui. C'est le côté... comme ça, ondulant, tu vois, c'est sensuel. Puisqu'il y a la caméra, je fais comme ça, danse du ventre et tout. Et puis, je rentre avec ma voiture, dormir, comme je faisais toujours, à Provins, 75 km de Paris, tous les jours, d'où j'étais natif. Et donc, j'entends un truc avec des trompettes qui me faisaient... Je dis, mais attends, j'entends ces trompettes-là, qu'est-ce que ça peut être? S'il y avait une mélodie qui descend, et comme c'est très exotique, un peu en mineur, c'est venu comme ça. Et j'entendais derrière, voilà. Et la chanson, elle est comme ça. C'est fini, nous deux. Comme si c'était la première fois, encore une fois, toi et moi. Puisque l'amour s'en va.
puisque l'amour s'en va, puisque l'amour s'en va. Adieu. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Gene Manson, avant de nous dire adieu. Je comprends mieux le côté lascif, le côté oriental de la mélodie. Par moments, c'est ça en fait. Et j'avais oublié qu'on avait demandé à un certain monsieur Bourdin de venir improviser avec sa flûte magique. Il était professeur au conservatoire à l'époque et c'est lui qui avait joué dans la chanson Paris s'éveille que chantait Dutronc. Dutronc, et d'ailleurs c'est ce qu'on a mis, c'est ce qu'a mis en valeur la chanson Oui, Paris s'éveille. Paris s'éveille avec la flûte. Joué par Zone Zamfir. C'est pas Zamfir. Roger Bourdin. Roger Bourdin, je crois que c'est Zamfir qui avait joué dedans. Non. Et pour Gene, alors donc avant de nous dire adieu, ça a été un grand départ qui s'est fait au Midem, je crois. Tout est parti du Midem. Oh, quelle mémoire. Ah oui, parce que c'est déjà au Midem que j'avais, disons, présenté My Brandt avec le créateur du Midem à cette époque. Et donc, j'avais gardé des bons souvenirs et surtout, on s'entendait bien pour s'occuper de la promotion de tout ça. Et j'avais fait faire des images de Gene en noir et blanc collées sur des contreplaqués de 60 sur 40 et j'en avais distribué 200 ou 300 dans Cannes, chez les coiffeurs, partout où tu voyais Gene Manson 8 jours avant le Midem. Et tu savais pas qui c'était. Et puis j'avais fait faire une grande image de sa pochette, une photo extraordinaire. De Marouani, qui était signé Marouani aussi. Oui, de Alain Marouani, bien sûr, et qui était au-dessus de l'entrée du Palais des Festivals, où tout le monde entrait. Et on l'avait fait poser là, et elle faisait 7 mètres de long à peu près, sur 4 mètres de haut, quoi. C'était incontournable. Quand tu rentrais dans le Palais des Festivals, tu rentrais sous Gene Manson. Bon, d'autres l'ont fait après, Michael Jackson, bien entendu. Mais bon, c'était pas une trouvaille, mais enfin, c'était déjà un lancement efficace. Les gens, quand ils ont forcément entendu la première fois, ça a marché tout de suite. Encore une fois, merci Monique Lemarcy, parce que elle avait vraiment contribué, quoi, aussi. Puis après, l'image était tellement puissante de Gene, quoi, que à la télévision, où que tu mettais la caméra, c'était un bonheur. Les tops marités, Gilbert Carpentier avec Dassin et tout ça, on se souvient, et Carlos, on se souvient de cette chanson Les Petits Pains au chocolat, cette séquence des Petits Pains au chocolat que l'on voit souvent à la télévision. Avec Joe Dassin. Avec Joe Dassin, bien sûr. Et tu l'as composé une autre chanson, qui est La Chapelle de Harlem, qui est proche d'ailleurs de Gene, qui chante aujourd'hui beaucoup dans les églises aussi. Hein. Elle aime bien le gospel. Elle aime bien le gospel, voilà. Ouais. Et donc tu es toujours en contact avec Gene Manson aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Toujours. Avec une envie peut-être de retravailler avec elle. On parle peut-être que dans quelques années ce sera fait. Si, d'ailleurs, dernièrement, elle m'a demandé si je me rappelais d'une chanson que je lui avais montrée, mais il y a très très longtemps, dont l'orchestration a été faite par monsieur derrière moi. Non. Oui, qui est un grand arrangeur. Ah, c'est aussi un arrangeur. Oui, attention, un grand chanteur, un grand guitariste et un grand ami en même temps. et surtout un arrangeur actuel, tu vois. Bon. Et La Chapelle de Harlem, comment est-elle arrivée, cette chanson tout simplement parce qu'elle m'a dit, tu sais, je voudrais me diriger un peu vers mes origines américaines. Et qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, oui, mais tu veux pas chanter du gospel? Elle me dit, non, peut-être pas du gospel, parce que là, il faudrait que je fasse une carrière dans les églises, tout ça, puis il me faudrait des chanteurs noirs, pourquoi pas? Mais bon... on peut te faire une chanson qui est inspirée de ça. Michel Mallory, il est très fort au point de vue opportuniste quand il s'y met. Et il n'est pas seulement auteur et là c'est lui aussi qui a fait J'ai un problème avec moi. Oui. Michel Mallory, il faut quand même le citer. Oui. Et c'est un garçon... Le Cowboy d'Aubervilliers. Ah oui, d'Aubervilliers. C'est une chanson de Michel Mallory qu'il a interprétée. Mais il n'y a pas que ça. Toute la musique que j'aime, etc. Et donc Michel, qui est en plus un humoriste et un grand harmoniciste, fantastique. Bon, ça c'est le métier vrai, tu vois. Et donc pour en revenir à la chapelle de Harlem,
Je lui dis, tu n'as pas une idée là-dessus? Il me dit, si, on peut faire un mariage. Dans la chapelle de Harlem, Jimmy est blanc. Tu avais déjà composé des gospels déjà? J'avais écrit un titre qui n'était pas vraiment gospel, mais qui était, tu sais, big band, comme quand on enterre quelqu'un noir d'accord, à Harlem. Oui. On se balade dans les rues, on est en blanc et non pas en noir, et les noirs sont en blanc, et donc ils se C'est la trimballent fête. avec des tubas, des trombones et des trompettes, et au rythme, tu vois, ils dansent une dernière fois pour celui qui est mort. Ouais. Ils accompagnent au cimetière. C'est dans cet esprit-là que mon ami a écrit, pas composé, écrit l'orchestration de cette chanson. Et c'est cette chanson que je vais lui présenter prochainement à Gene. Voilà. Dans une chapelle de Harlem, Jimmy est blanc, Jessie est noir. Ils se sont dit oui, plein d'espoir. Ils sont venus se marier dans la chapelle de Harlem. Toutes les cloches ont sonné. C'est le miracle de l'année. La chorale leur a chanté. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Dans la chapelle de Harlem, les parents ne sont pas venus. Alors tous les gens de la rue sont entrés pour prier Jésus. Dans la chapelle de Harlem, les copains d'université étaient venus du New Jersey. Et la chorale leur a chanté. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia, Alléluia, l'amour. Alléluia, et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur. Pour tous ceux qui s'aiment, l'amour est le même. L'amour n'a pas de couleur. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Ça swing, hein, ça swing. Ça swing la chapelle de Harlem. Hein. Et sur scène, Gene fait toujours un tabac avec ça. Hein. A fait chanter le Aou. Aou. Très chaud. Très bien, j'adore. Alors maintenant, on va évoquer quelqu'un d'autre. J'ai découvert par un monsieur qui s'appelle Eric James, qui a été programmateur et animateur dans une autre radio andorrane, Sud Radio, et qui a une merveilleuse oreille et surtout qui est fan de Françoise Hardy. Ah. Et il m'a dit un jour, la plus belle chanson de Françoise Hardy, parmi toutes les autres,
c'est le premier bonheur du jour. Et j'ai découvert que c'était toi qui avais écrit cette Ah bon chanson. Oui, oui. Alors là, surprise, émerveillement, Ah, et voilà. ça fait partie. Chanson très courte, Oui, c'est la plus courte de mon répertoire, 1 minute 40. 1 minute 40. Oui, c'est la diversité, justement, de ce que je m'applique à essayer de faire. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement. Je ne peux pas faire 2 fois la même chose. Alors donc, oh, mais ça, c'est quand même assez âgé maintenant. Mais Françoise devait faire une tournée avec Richard Anthony, donc c'est pas de maintenant. Et elle avait besoin d'une chanson ou deux de plus pour faire forcément partie de la tournée de Richard. Et un jour, mon éditeur à cette époque s'appelait Rolf Marbeau, édition formidable, Southern Music, m'avait dit je te présenterai des artistes, etc. Et tous les jeudis, à cette époque, je me retrouvais dans un petit bureau au 6e étage, rue Lincoln à Paris, à l'édition justement de ce monsieur, où je pianotais un peu en attendant que des gens... C'était à ce moment-là, le métier d'un éditeur, c'était de prendre des gens qui avaient besoin de chansons, des gens connus ou pas, et qui allaient écouter les chansons d'un compositeur qui était au 6e étage, qui faisait du piano. C'est ça, je faisais mon travail, quoi. Et j'étais en train de jouer, je vois la porte qui s'ouvre, et je vois Cléopâtre qui rentre. Je te jure, le choc que ça m'a fait, je pouvais plus bouger. Qu'est-ce que c'est que ce visage-là ? Avec une petite voix, tu vois. Bonjour, vous êtes Jean Renard ? Oui. Vous voulez entendre une chanson ? Oui, jouez-moi une petite chanson. Sous le charme, tu étais sous le charme. Je pouvais plus bouger, même plus parler. Et je joue la petite chanson que je venais de faire. Le premier bonheur du jour. C'est toi qui avais fait les paroles ? Qui avait fait les paroles de ça ? Les paroles, c'était Franck Gérald. Et donc, je me suis dit, c'était le beau-frère de Pierre Delanoë, en plus. Et donc, je termine la chanson, et elle bougeait pas. Et elle me regardait comme ça. Elle me dit, vous voulez pas la faire encore une fois, mais gentiment, avec elle était timide. Je la refais, et elle était sans bouger comme ça. Oh là là. Et elle commence, le premier bonheur. Elle dit, vous voulez bien que je fasse votre chanson ? Pour moi, c'était un bonheur. J'avais pas beaucoup de chanteurs à l'époque qui m'avaient chanté. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Jean Renard et David Gérard. Je te fais de la pub, Jean, hein. Ah ouais. Mais là, tu me fais revivre ma vie à l'envers en plus. C'est assez émouvant. Mais bon, voilà quoi. T'as eu beaucoup d'émotions en écoutant cette chanson de Françoise Hardy. Oui.
Énormément. Ouais, ça me refait revivre l'époque en même temps où on se débrouillait pour bouffer, quoi, et puis pour travailler comme il faut. On savait même pas où on allait, quoi. Voilà. Mais Alors, est-ce que tu as en mémoire donc tous les artistes avec qui tu as travaillé? On évoquait tout à l'heure Colette de Réal. Colette de Réal et je crois que c'est elle qui t'a aidé aussi un petit peu au départ en tant que chanteur, non? un petit peu, oui. Enfin, bien longtemps après, ça a été surtout Petula Clark. Petula Clark. Voilà. Exact. Voilà. Petula Clark. On lui faisait des chansons avec Pierre Delanoë, qui ne sont pas forcément devenues des tubes. À l'époque où elle chantait la Gadou de Serge Gainsbourg, tu vois, et tout ça. Et forcément, elle a accepté de faire des photos avec moi. Elle a été mon producteur avec son mari Claude Wolff. On a enregistré à Londres et aussi. Je suis allé faire une émission de télévision à Hollywood avec elle, où j'étais assistant du réalisateur à NBC, tu vois, là où il y a les plus grands films hollywoodiens, et il s'appelait Lee Aldrich, cet arrangeur extraordinaire que j'ai rencontré, et qui avait eu, disons, la gentillesse d'écrire mes orchestrations sur mon dernier disque, dont tous les titres sont écrits par Pierre Delanoë. Mais il y a très très longtemps tout ça. Alors, ce que l'on ne sait pas, beaucoup ne le savent pas, c'est que c'est toi qui as écrit la musique du feuilleton Dallas. Ah, tu fais le lien entre l'Amérique et la France. Eh bien oui, tu parlais d'Hollywood tout à l'heure. Et de JR. Et JR. Un autre Jean Renard, non. Ah oui, un autre Jean Renard, oui. Non, c'était pas le même. Le JR américain qui était détesté de tout le monde, mais qui a fait ce feuilleton fantastique, Dallas. Quoi. Comment c'est arrivé? On est venu te chercher en disant, voilà, monsieur Jean Renard, pouvez-vous nous composer? Alors là, je vais essayer de faire court, parce que sinon c'est un peu long encore. Une agence de Paris avait reçu un exemplaire de quelques numéros d'un feuilleton américain qui s'appelait Dallas, donc, produit par Lorimar, un gros producteur. Santa Barbara, c'est encore Lorimar. Et donc, la représentante de cette agence avait contacté la direction de TF1 pour présenter ce feuilleton. Et la direction de TF1 a trouvé ça très bien, mais c'était dans une époque où c'était M. Mitterrand, ou quelqu'un comme ça, qui dirigeait la France. Et donc, 79 Dallas. Donc c'était bien avant, avant Mitterrand. Voilà. Et donc, c'était sous Giscard. Voilà. Et donc, on sentait déjà un certain mouvement politique gauchiste, tu vois. Il fallait pas non plus parler des bagnoles et du pognon, etc. L'Amérique, c'était ça, quoi. Et ça les gênait un peu. Et TF1 a pris la décision. Il a dit oui, le feuilleton nous intéresse. Il avait fait un tabac, un succès immense aux États-Unis. Et on veut bien, mais on veut pas du générique. Il est trop eau de rose. C'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut un truc qui rentre dedans. Et en plus de ça, qui soit français. Parce que, disons, ça c'est aussi syndicaliste qui avait pris la parole en disant il faut faire travailler les auteurs français, les musiciens français. Là, j'ai dit le mot sous Giscard, c'est un mot de syndicaliste. C'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing en 1979. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est comme ça que cette chanson est arrivée. Et donc, un jour, moi, le directeur artistique de CBS, avec qui, forcément, j'entretenais des bonnes relations, Mike Brown, Gene Manson, etc. Et il me dit, on a une commande d'une agence, d'un gros groupe américain pour lancer un feuilleton en France. Il faudrait que tu ailles voir un film de ça. Alors, ils me retiennent 1 heure de studio à Paris, et forcément, il y a des embouteillages. J'arrive pas à l'heure. J'ai plus que 5 minutes pour voir le truc. On m'envoie 5 minutes de ça. Je vois un ranch, je vois des chapeaux, je vois tout ça, et puis un derrick de pétrole, et puis c'est tout. Et puis, les gens qui devaient ensuite voir quelque chose après moi, ils rentrent et ils m'empêchent de voir la suite. On coupe, et puis c'est tout ce que je vois. Je pars en vacances et j'oublie mon truc. Je me rappelais même pas le nom du feuilleton. Rien du tout. Et puis, j'avais rendez-vous avec monsieur Michel Salva, non pas Michel Salva, Jean-Michel Fava, qui était directeur artistique de CBS à l'époque. Et il m'avait dit, Jean, à quel moment on peut se revoir
fin août. Je passe mes vacances à Noirmoutier, encore une fois, et fin août, je Dans la reprends. caravane. Oui, et je joue au tennis pendant 2 mois, et puis aux boules, En tongue. en tongs. Et le jour de mon départ, Oui. à Nantes, il y avait encore l'aéroport où on pouvait prendre l'avion pour Paris, et je me lève, je suis en pyjama, et je vois un clavier que j'avais loué pour l'occasion, devant moi, et je l'avais pas ouvert, j'avais rien fait. T'avais rien composé, rien. Non. Et d'un seul coup, je dis, j'ai rendez-vous cet après-midi. J'ai un devoir à rendre. J'ai rendez-vous cet après-midi avec Jean-Michel Fava. Et il va me demander si j'ai bossé. Oh là là C'est là le là. silence que tu racontes. Alors, et j'ouvre le clavier, Oui. et mes doigts tombent sur Do, Oui. mi-septième, puis je me dis, western, Fa, Sol, les musiciens comprendront. Oui. Ça fait un peu ce qu'il faut faire pour faire country, tu vois, c'est le style country. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai téléphoné, et l'autre me dit, alors, vous avez rendez-vous, il me dit, vous avez travaillé? Je dis, ah oui, je n'ai pas arrêté. Oui, j'ai bossé. J'ai pas arrêté. Toutes mes vacances. Oui, toutes mes vacances. T'as trouvé quelque chose? Ah oui, 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 oui. On peut écouter. Alors j'étais sûr qu'il n'avait pas de piano. J'étais sûr. Ah oui. Manque de peau. Il y en a un qui était rentré la veille au premier. Ah oui. Il me dit, il y a un piano maintenant là-haut. Oh, ben, ça, on arrive au piano. Quelle chance. Oui. Oh, quelle chance. On arrive au piano, il était fermé. Oh. Oh, ça y est, je suis sauvé. Non, il y a une petite secrétaire qui arrive en disant, c'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ai la clé. Oh là là. Donc tu n'as fait que le début en fait. Là, franchement, j'étais paumé, quoi. Oui. Et on a ouvert le piano, et il me dit, alors ça fait quoi? J'ai fait ce que j'ai fait le matin. Pom, 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 pom. On peut répéter, je lui dis. Pom, 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 non. Mais on ne sait pas, peut-être qu'on peut, je sais pas. Et puis, il me dit, mais après? Je dis, après, on recommence. Il me dit, mais oui, mais pom, pom, pom. Il me dit, on ne peut pas faire ça quand même, uniquement. Je dis, ben non, il faut une mélodie. Après, tu penses à quelque chose? Je dis, mais bien sûr, t'as fait quelque chose? Mais bien sûr, ça fait quoi? Oh, je savais pas quoi, rien dit. Oui. Et je fais, avec un trombone, ça va faire pam, padam, padam, pam, 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 padam, ou peut-être en bas, peut-être, mais bon, peut-être ça. Pam, padam, pam, padam, pam, pam, pam. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Ah, il dit, c'est bien ça, c'est bien. Alors tu le fais pour quand? Oh ben j'ai attends, il faut réunir quand même un orchestre, faut faire. Oui, mais j'en ai besoin tout de suite. Je veux présenter ça à TF1. Oh, à ce moment-là, Johnny arrête ses concerts. Forcément, moi je vais plus en concert. Avec tout l'orchestre, on se retrouve à Draguignan chez le chef d'orchestre Jean Costa, qui a un petit studio. Et puis, tout l'orchestre s'ennuie, on n'a rien à faire, on boit du rosé, on fume. Et puis, je parle de ça à Jean Costa, le patron de l'orchestre de Johnny. J'ai dit, attends, il faudrait qu'on occupe les gars, moi j'ai un générique à faire. Quoi? Bien, allez, qu'est-ce que ça fait quoi? J'ai dit, bah écoute, je sais pas, ça fait ça, je lui monte au piano. Il dit, oui, on peut faire pam, 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 là, ça... Quelle est la meilleure tonalité avec les trombones? Alors il cherche un peu, attention, c'est un trombone devant l'éternel, le meilleur du monde. Alors bon, il fait ça, il dit, ça va marcher, on fait ça. Mais la mélodie, il dit, non, tu fais pam, pa, da, da, pa, pa, da, ba, da, mais il fait pa, pa, jusqu'à temps qu'on se tende jusqu'au fond de la note. Et voilà comment on a fait Dallas. Et son studio était trop petit. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Patrie du dollar, du pétrole. Tu ne connais pas la pitié. Le revolver est ton idole.
passer. Malheureux celui qui n'a pas compris. Un jour il y perdra la vie. Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Malheur à celui qui n'a pas compris. Un jour il y perdra la vie. Ton univers impitoyable glorifie la loi du plus fort. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Jean Renard et David Gérard. Ah Jean, alors, Dallas, tu te rends compte? L'orchestre d'Hallyday. Ouais. Mais c'est fou, les plus grands musiciens du moment. Oui, mais pour ce générique. personne ne sait et ne savait que c'était l'orchestre de Johnny qui était au repos. Mais non plus, d'ailleurs, ils l'ont pas su au début. comme c'était Après, oui, quand ils l'ont fait. Comme c'était trop pas prévu petit chez qu'ils le Jean fassent. Costa pour mettre Ouais. tout le monde, on est allé à côté à Brignoles dans un studio célèbre maintenant qui s'appelle le studio de Miraval puisque Brad Pitt y habite. Et puis il y avait un vin excellent, un vin rosé de Miraval qui est vendu très cher maintenant. Et nous on allait au seau, on allait chercher 2 ou 3 seaux dans la journée Non. pour enregistrer. On est resté 15 jours pour enregistrer ça. Mais on n'a pas fait que ça. On a fait un album complet Ah bon? qui s'appelle maintenant, et non pas Dallas, The Costa Band Sound. Et c'est une des pépites que je vais sortir maintenant, pas en 30 cm, mais pourquoi pas, en album et surtout sur les réseaux sociaux, dans la boutique Jean Renard. Voilà. Extraordinaire. Ouais. Tout s'enchaîne, mais tout Ouais. s'enchaîne. Puisque nous en sommes là, puisque nous en sommes au projet, cette émission, bien sûr, sera réécoutée dans 50 ans, mais on peut quand même... C'est pour ça que nous la faisons. Ouais, mais on sera un peu bizarre quand même. On sera un petit peu bizarre. hein. Est-ce que ce studio existera? Peut-être qu'y aura-t-il une plaque commémorative en disant c'est là qu'on a fait Causerie en air pour Aki Radio Andorra. Jean, donc tu as quelque chose de prévu pour les Jeux Olympiques? À l'accordéon. Là, donc, je dévoile quelque chose là ou pas? Oui, Non, oui, oui. je peux. Oui, tu peux. Hein, je peux. Donc c'est un scoop là. Messieurs, dames, c'est un scoop que nous vous donnons. Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. C'est 12 valses pour accordéon que j'ai écrites à l'occasion des Jeux Olympiques, que j'avais pensé pouvoir atteindre les Jeux Olympiques. Et on y est, en 2024. Et ça s'appelle Paris Accordéon. Et j'ai, pendant 5 ans, travaillé avec mon collègue, mon collaborateur à fond. Patrick Lyotard. Oui, qui est musicien invraisemblable. Et donc, j'ai travaillé aussi sur l'image de quelqu'un pendant 5 ans qui n'a jamais su que je travaillais sur son image en pensant à elle, car j'avais choisi une accordéoniste pour jouer mes valses. Oui. Marcella Zola, qui était mon ami, était décédé. Roland Romanelli fait plus grand-chose depuis que Barbara est partie. Puis, Qui a travaillé aussi avec Nicolas oui, Perrac. Oui, bien sûr. Et puis, Jos Baselli était décédé aussi. Bref, et c'était pas du tout le son Verschuren que je voulais, ni celui de Yvette Horner. Donc, tout en restant un peu... Et Alain Musichini aussi. Ouais, Alain, bah, formidable. Et Alain Musichini, forcément, jouait... il est passé... Il est pas mal tourné, au contraire. Il est passé Le plus jazz. jazzman, maintenant. Et il fait des concerts absolument extraordinaires.
Et il avait rencontré une jeune personne à 20 ans qui s'appelait Amandine Musichini. Et il lui a forcément inculqué tout ce qu'il savait faire, et ô combien extraordinaire. Et donc, elle sort de l'école de Alain, et elle s'appelle Amandine, tout court. Et je l'ai rencontrée la semaine dernière pour lui dire tout ce que j'avais fait sur elle depuis 5 ans. D'accord. Elle était ahurie totalement. Mais oui, c'est vraiment un scoop, tu comprends? Alors l'idée, c'est, je crois, de sortir des cartes postales, Oui. c'est cela, Oui, d'un monument de Paris, oui. et derrière, il y a un morceau de musique qui correspond au monument de Paris. Pas tout à fait. On trouve un QR code, Oui, comme on fait maintenant, et on tombe en le scannant sur la boutique Jean Renard. d'accord. Où là, on peut se fournir. Si on veut, on peut acheter, si tu veux, un album sur les monuments de Paris, un historique, avec une partie du manuscrit que j'ai fait de ma main, un manuscrit, et donc aussi, forcément, comment ça s'appelle ça, des clés USB plates D'accord. qui peuvent se mettre dans un livre, forcément, où il y a les 12 valses. Donc la personne qui va acheter une carte postale, il y a 12 monuments de Paris, c'est cela? C'est pas tout à fait. Va acheter un album complet d'accord. sur les monuments de Paris avec l'historique. Mais les monuments sont aussi en carte postale. D'accord, les À monuments côté. sont en carte postale, Voilà. à côté. Oui, Bon, il y a les deux choses. Oui. Il y a ce livre c'est ça. avec plusieurs morceaux. C'est ça. Et il y a les cartes postales. Oui. Donc Et- quelqu'un qui va envoyer une carte postale de Paris à l'autre bout du monde, il achète cette carte postale. Derrière, il y a un QR code. C'est ça. On met le portable C'est ça. et on lit la musique que tu as composée qui correspond au monument de Paris qui est devant. C'est ça. Et qui paye le transport, la poste. de Voilà. mes musiques. Alors comment tu as été inspiré pour chaque monument de Paris là? Ah ben écoute, il y a d'abord Paris-Champagne. Oui. Alors j'ai fait un petit peu ça comme les Olympiades de l'accordéon. D'accord. Je me suis dit, la meilleure valse de mes trois, ça peut être que Paris-Champagne. Alors forcément, tu as les bulles. Ah oui. Alors, tu as les triolets, et puis ça remonte, tu vois. Et ensuite, j'ai fait Paris, Tour Eiffel, obligé, Paris le Louvre, Paris Notre-Dame, Paris l'Étoile, Paris Pigalle, Paris Montmartre, etc. Donc ça, c'est Paris pendant quartier quelques latin. semaines. C'est pendant quelques semaines pour nous qui sommes actuellement au mois d'avril. Oui. Hein, voilà. Donc c'est pour bientôt, au mois de juin. Vers le mois de juin, juillet. Oui, un mois et demi avant la sortie, avant les Jeux Avant les Olympiques. Jeux Olympiques, Oui. on pourra les trouver partout. Fin mai. Sur ton site Oui, également, c'est ça. qui s'appelle jeanrenard.com. Quel est le nom du site? Oui, pour l'instant Jean Renard, mais ça risque de s'appeler aussi Silver Fox Oui. Publishing. Oui, d'accord. Alors qu'il y a le téléphone qui commence à sonner derrière. Ah, mon voilà, Dieu, la joie voilà, des... voilà. Alors qu'on était parti dans la musique de l'accordéon, alors qu'on a des belles musiques derrière nous. Jean, c'est extraordinaire ce qui va arriver, donc on va être attentif à tout ça. Oui, Et puis, on va se quitter. bien sûr. On va se quitter, puisque c'est la fin de l'émission, Oui. car tout a une fin. J'ai vu qu'on a bien remonté dans tes musiques, dans toutes tes partitions. Et surtout aujourd'hui, on est Dans filmé. l'émotion aussi. Et je crois que c'est la première fois quand même. Oui, c'est la première fois. Voilà. Donc, toutes les bonnes choses ont une fin. En bon animateur de radio, je reprends mon papier que j'ai prévu. Le temps passe vite et avant de vous dire, non pas adieu, mais à bientôt. À bientôt. Jeu de mots, t'as vu un peu. Je voulais remercier Patrick Léotard qui a mis à notre disposition le grand studio d'enregistrement. Vous voyez un petit peu, c'est extraordinaire, pour que nous puissions réaliser cette émission Causerie en air, en ondes courtes, et sur Internet. Sur Mixcloud, vous allez pouvoir bien sûr réécouter cette émission. Je vous rappelle que cette émission est disponible aussi sur akiradioandorra.com ainsi que sur YouTube. Et j'en profite aussi pour remercier le créateur du site Aki Radio Andorra, Jean-Marc Prince, qui m'a permis de passer ces 2 heures avec toi, mon cher Jean Renard, et puis un petit coucou également aux gens de l'émetteur, et surtout un remerciement à Christian Milling qui a supervisé la diffusion de cette émission en ondes courtes. Merci Patrick Léotard, merci Jean Renard, Merci Jean. On remettra ça parce que tu as trop d'histoires à raconter là. Merci David Gérard. Ah, merci beaucoup. Au revoir Jean Renard et à très vite. Au revoir à tous et merci d'avoir été fidèles. À très bientôt. Au revoir. Je me tourne, j'envoie la musique, l'hymne fin et après bien sûr le jingle Aki Radio Andorra que vous connaissez bien. Aquí Radio Andorra.
emisora del Principado de Andorra.